Allez, je vous retrouve aujourd'hui dans le premier Psycho-Cat. Alors Psycho-Cat c'est quoi? C'est des chroniques dans lesquelles je vous propose de découvrir l'histoire de nombreux tueurs en série, psychopathes pour la plupart, ayant sévi aux quatre coins du globe. Et aujourd'hui nous allons commencer notre petit tour du monde macabre par l'Amérique du Nord, aux États-Unis. Le 23 janvier 1989, à 9h du matin, une psychiatre, Dorothy Lewis, se rend au pénitencier de Rayford en Floride. Pas pour y être enfermée, non, mais pour procéder à l'évaluation psychologique d'un condamné à mort. Après 2 heures d'entretien, son verdict tombe, Ted Bundy peut être exécuté. Sa dernière journée est en partie consacrée à une interview qu'il va donner au révérend Dobson. Dans cette interview, il cherche à donner une explication à sa folie meurtrière. Sur le banc des accusés, on retrouve l'alcool et la pornographie. À 6 heures, on lui rase le crâne et le mollet droit. Puis on l'assoit, de force, sur la chaise située au centre de la salle d'exécution. On lui pose un casque sur la tête relié au boîtier électrique, puis on lui couvre les yeux avec une bande de cuir afin d'éviter que ses yeux ne sortent des orbites. À 7h06, très exactement, le bourreau enclenche le bouton qui active l'électrocution. Alors d'accord, il était sadique et nécrophile, mais physiquement, il ne collait pas du tout à l'image qu'on se fait d'un monstre. C'est vrai, autant il y en a qui ont vraiment la tête de l'emploi, autant il était plutôt beau gosse le Ted, avec ses faux airs de Theodore Evelyn. C'est certainement parce qu'ils s'appellent tous les deux Ted que je fais le... Un grand bras aux yeux bleus, intelligent, brillant même, attentif aux autres et qui militait au parti républicain. Bon, ça à la limite. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu lors de mes recherches qu'un film sur Bundy allait sortir en 2018. Et devinez qui ils ont pris comme acteur? Oui, Zac Efron. Alors, après, on l'aime ou on l'aime pas, n'empêche qu'on notera qu'ils ont pas pris le plus dégueulasse quand même. Bref, Ted Bundy vient d'être exécuté et je crois qu'il est temps pour vous de savoir pourquoi. Le road trip sanglant de Ted commence sur la côte ouest des États-Unis, à Seattle, dans les années 70. Il est né dans une maison pour filles-mères non mariées. Et quand sa mère est rentrée chez elle, elle l'a fait passer pour son petit frère. Donc ses grands-parents pour ses parents. Tu vois le... Et il grandit comme ça, sauf qu'un jour il découvre la vérité. Il découvre que ses parents sont en réalité ses grands-parents, et que sa sœur est sa mère. Et que peut-être même la vraie vérité, c'est que son grand-père est aussi son père. Et que donc il est le fruit d'un inceste. Un cœur qui peut pas... Précisément. Début 74, Ted vit un gros chagrin d'amour. Et alors que certains se mettraient à écrire des chansons, ou d'autres à regarder Love Actually en mangeant de la glace, lui se met à tuer des filles qui ressemblent à son ex. En 6 mois, de janvier à l'été 74, 8 étudiantes disparaissent sur les campus de l'état de Washington et de l'état voisin de l'Oregon. Elles sont toutes jolies, elles ont toutes de longs cheveux et la raie au milieu. Brenda Ball par exemple. Ou Ball, je ne sais pas comment on prononce. Il la rencontre dans un bar à Seattle. Pour l'attendrir, il avait mis un faux plâtre au bras. À la fermeture du bar, à 2h du matin, Ted lui propose de boire un dernier verre chez lui. Bon, il dit que chez lui, il y a des amis, de l'alcool et un peu d'herbe. Elle accepte. Mais quand il ouvre la porte, personne. Là, elle se dit qu'il a peut-être un petit peu menti pour passer plus de temps avec elle. Elle trouve ça mignon. Elle est surtout complètement bourrée. Bon, elle accepte de rentrer dans l'appartement et elle s'écroule sur le canapé. Lui, prétextant d'aller boire un verre, s'éclipse et en revenant, lui éclate la tête avec son plâtre. Elle s'écroule et perd connaissance. Et là, il la porte sur son lit, la déshabille, passe une corde autour de son cou et la viole. Et quand elle commence à reprendre connaissance, il l'étrangle à nouveau pour qu'elle reperde connaissance et recommence ainsi plusieurs fois de suite. Après, il se couche et il s'endort. Il passera la nuit à côté du cadavre. Le lendemain, il va l'acheter avec les autres. Mais avant, il lui scie la tête. Parce que oui, Ted est un collectionneur. Il les garde dans son congélateur et les décongèle de temps en temps pour faire des choses pas très catholiques. En juillet 74, il fait très chaud dans la région de Seattle. Et quoi de mieux pour se rafraîchir que d'aller près d'un lac. Ted se dit qu'en plus, il y aura forcément beaucoup de filles. Du coup, il se rend au lac Sammamish à Ithaca. En fin de matinée, après plusieurs râteaux, il parvient à convaincre une fille, Janice, de l'aider à venir accrocher sa remorque à sa voiture. 1 heure après, une fois Janice dans la forêt... Ici la Harley du montage, j'ai fait un raccourci un peu rapide et je voulais préciser qu'il la tue avant de l'abandonner dans la forêt. Voilà, c'était juste pour préciser. Bonne vidéo ? Il retourne au bord du lac où il a repéré une fille accompagnée de son petit ami. Il la suit aux toilettes et la tue. 2 disparitions dans la même après-midi, forcément la police est sur le coup et elle a pu réaliser un portrait robot. Un grand jeune homme brun qui s'appellerait Ted et qui aurait une coccinelle. C'est plutôt pas mal pour un premier portrait. Il est donc diffusé et dans la foulée, la police reçoit des centaines d'appels, dont un d'une amie de Ted qui le reconnaît et qui dit clairement que c'est lui quoi. Sauf qu'il n'y aura pas de suite. Les découvertes de corps se succèdent tout au long de l'année 74. Rien qu'en octobre, on en découvre 5. Mais en octobre, Ted il est loin déjà. Il a déménagé. Il a décidé de suivre des cours de droit à l'université de Salt Lake City, dans l'Utah. Seulement, Salt Lake City, c'est pas Seattle. Ici, c'est la capitale mondiale des Mormons.
Une église plutôt... Et Ted il se fait chier, il veut s'amuser. La première victime de Ted dans cette ville s'appelle Nancy Wilcox. Elle a 16 ans, il inaugure un nouveau cimetière dans un canyon. Entre 75 et 77, il va faire au minimum 12 victimes dans l'Utah et les États voisins. Mais il va faire une erreur. Dans un centre commercial en novembre 1974, Ted piste des jeunes filles. Elles sont en train de faire du shopping. Lui s'est déguisé avec une fausse moustache et des cheveux gominés. Il en a repéré une, il est 19h, le magasin va fermer donc tout le monde doit sortir. Il se fait alors passer pour un policier. L'approche lui dit que sa voiture a été forcée et qu'il faut qu'elle le suive pour constater les dégâts. Une fois arrivée à la voiture, rien n'a été volé, elle est plutôt en bon état. Mais Ted lui demande quand même de la suivre au commissariat parce que bon, on sait jamais. Du coup elle est quand même un peu méfiante, et encore plus quand Ted coupe le moteur. Là elle prend peur, elle veut s'enfuir, mais Ted l'attrape par le bras, il tente de la menotter, mais comme un con, il met les deux menottes au même poignet. Du coup ça marche pas. Elle court, il lui court après avec un pied de biche, une voiture arrive dans l'autre sens, elle arrive à monter dedans et s'enfuit. Mais Ted il s'en inquiète pas du tout, mais alors du tout. Le soir même il va dans un lycée où on joue une pièce de théâtre, il kidnappe une étudiante, Debbie Kent, la viole et la tue. Mais quelques mois plus tard, un policier le contrôle alors qu'il était en chasse. Il balaye l'intérieur de la Volkswagen et découvre un sac de sport d'où dépasse un pied de biche. Il fouille alors le sac et il découvre un rouleau de corde, du fil électrique orange, une paire de bas découpés avec des trous, une paire de menottes, une lampe torche, un pied de biche, une cagoule en laine et un pic à glace rouge. Les policiers obtiennent alors un mandat pour perquisitionner l'appartement de Bundy. Mais ils y découvrent rien d'assez important pour le garder et du coup ils le libèrent. Ils le placent néanmoins sous surveillance, parce que bon, on sait jamais quand même. En septembre, Ted vend sa coccinelle. La police en profite alors pour s'en saisir et les techniciens du FBI y découvrent des cheveux identiques à ceux de Carol Daronche, la fille du centre commercial. En février, Bundy comparaît pour l'enlèvement de Carol. Il plaide bien évidemment non coupable, mais il va quand même finir par prendre 15 ans. Au même moment, on le réclame dans le Colorado où on le soupçonne d'avoir tué Karine Campbell. Il choisit d'assurer sa défense lui-même, pas d'avocat. Du coup, pour ça, il a un droit d'accès à la bibliothèque du palais de justice. Sauf que, un jour, Gisèle, la femme de ménage, elle oublie de fermer une fenêtre. Et lui, il fait quoi? Il saute par la fenêtre. Merci Gisèle. Sa cavale durera 5 jours. Retour en casse-prison. Mais il s'évade une deuxième fois en creusant avec une lame de scie qu'il avait obtenue d'un autre détenu. Me demandez pas comment. De là, il s'envole pour la Floride, direction Tallahassee. Et au passage, on félicitera le personnel de l'aéroport qui l'a laissé partir. Un soir dans un bar près de la fac, il essaie de draguer. Sauf qu'il est un peu vieux maintenant pour les étudiantes. Du coup, il se console en picolant. En sortant, il repère une blonde qui se dirige vers une grande maison. Une sororité. C'est une maison qui abrite une fraternité étudiante chrétienne. Il n'y a que des filles. Et ça, Ted, ça l'excite. À 3h du matin, il passe à l'action. Il ramasse une bûche et l'enroule dans un foulard. Il rentre dans la maison par la porte arrière et monte. Il ouvre tout doucement la porte numéro 4. Une blonde dort. Bundy s'approche et la frappe au visage avec sa bûche. Elle s'appelait Lisa Levy. Elle avait 20 ans. Il l'étrangle avec un collant. Lui mord la fesse et le sein, jusqu'au sang, jusqu'à arracher des morceaux de chair. Puis finalement, il la viole avec un flacon de laque pour cheveux. Il sort dans le couloir et ouvre la porte numéro 9, celle de Margaret Bowman, 21 ans, il la fracasse. Il va alors dans la chambre numéro 8, 2 filles la partagent, elles hurlent, il les bat toutes les deux. Les murs et les plafonds sont couverts de morceaux d'os, de dents et de sang. Les cris ont quand même fini par réveiller la maison, il s'enfuit. Il est surexcité, insatiable, et en rentrant chez lui, il s'arrête dans une autre maison où il a repéré une fille qui vivait seule au rez-de-chaussée avec son chat. Et entre nous, un chat ça sert à rien, hein. Encore moins pour garder une maison. Mais bon, il est 4h du matin et Cheryl Thomas ne l'entend pas rentrer, elle ne l'entend pas quand il s'approche du lit. Il la frappe 5 fois à la tête. Elle s'effondre sonnée. Mais vivante. Et cette fois, il la viole pas. Non, parce qu'il est trop excité, éjaculation précoce, il jouit sur le matelas. Il entend alors du bruit et il s'enfuit par la fenêtre. En février, il vole un van et kidnappe une collégienne de 12 ans. Elle sera sa dernière victime parce qu'il va finalement finir par se faire pincer. J'ai vraiment dit ce mot. Et ça va être un peu par hasard, comme à chaque fois qu'il se fait attraper d'ailleurs, à Pensacola, dans une station balnéaire. Il était en chasse vers 1h du matin, quand soudain, police, contrôle de routine. Ted, se disant alors qu'il n'a plus rien à perdre, bondit hors de la voiture, tente de s'emparer de l'arme du policier, s'enfuit en courant, mais le policier le rattrape et le maîtrise. Pour eux, c'est juste un automobiliste un peu récalcitrant et basta. Quand il demande à Bundy son nom et ses papiers, au début il leur ment, et au bout de quelques heures, il finit par leur dire « Mon nom est Theodore Robert Bundy. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Vous découvrirez très vite par vous-même de quoi il s'agit. » Le temps de consulter les fichiers et les policiers savent qu'ils viennent de mettre la main sur un des pires criminels des États-Unis, recherché dans tout le pays. Et là j'ai une question pour vous. Savez-vous qui on trouve au premier rang de ce procès? Son fan club, ses groupies, prêtes à tout pour obtenir son attention, dont certaines sont même coiffées comme ses victimes. Oui, elles sont tarées, oui. Au début du procès, les survivantes défilent à la barre.
Karen Chandler, la dernière des filles massacrées par Ted Bundy dans la chambre numéro 8, n'a aucun souvenir de son agresseur, sa mâchoire est disloquée et elle a du mal à parler. Cheryl Thomas, celle du rez-de-chaussée, est devenue sourde d'une oreille, son épaule est fracassée et son crâne a subi 5 fractures distinctes. Les jours suivants sont consacrés au rapport des médecins légistes. On montre alors les photos des corps et les journalistes vont vomir dans les toilettes. Compréhensible. Et Ted, qui est excité par les caméras de télévision qui filment le procès, défie les juges avec arrogance. Mais heureusement, il y a des preuves, on a chargé un orthodontiste de comparer la dentition de Ted à celle trouvée sur le corps de Lisa Levy, celle qui l'a grignotée. Et il se trouve qu'il est affirmatif, ça correspond. Le jury, après 6 heures de délibéré, rend son verdict. Le 23 juillet 1979, Ted est reconnu coupable. Le juge prononce alors la sentence, peine de mort par électrocution. Ted Bundy est donc conduit dans le couloir de la mort et il est exécuté le 24 janvier 1989 à 42 ans. Et voilà, c'est fini, j'espère que cet épisode de Psycho-Cat vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur la personnalité et l'histoire de ce tueur sadique qu'était Ted Bundy. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et également mettre des pouces bleus si vous voulez plus d'épisodes. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Harley, à bientôt. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you and be my bride. Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.